Christian Lomolo Koussa est fils du pays, membre de l'UDPS. Il a été nommé vice-président de la Ligue des jeunes en charge des questions diplomatiques et relations extérieures. Actuellement, depuis 2023, au Congrès de l'Union internationale des jeunes socialistes au Panama, il a été élu vice-président région Afrique pour un mandat de 2 ans jusqu'en 2025. Aussi, il avait plu au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de faire de moi administrateur à la SSPT, ex-OCPT. Actuellement, je suis membre d'un présidium de la Ligue des jeunes qui a actuellement l'actuel président du conseil d'administration de l'OGFREM, le PCA de l'ONAPAC, le PCA également du FPC, Fonds pour la promotion culturelle. Ça fait quand même beaucoup de casquettes pour vous. Comment vous arrivez à concilier tout ça? Bon, en fait, d'abord, c'est lorsqu'on aime ce qu'on fait. Hein, donc, le parti m'a confié sa diplomatie, sa relation extérieure, et je fais de mon mieux pour aussi être à la hauteur des enjeux face auxquels non seulement le parti est confronté, mais aussi l'actuel chef de l'État, qui est transfert de l'UDPS, est confronté, surtout les enjeux diplomatiques, face à cette situation sécuritaire qui traverse la partie est de notre pays. Je cite la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC. Vous êtes assez jeune, il faut le dire, vous avez beaucoup de casquettes, mais d'où vient cette relation, cet amour entre Christian Lomolo et la politique? Bon, d'abord, le sens élevé du patriotisme, j'aime mon pays. L'UDPS, officiellement, je suis membre depuis 2009 parce que nos statuts parlent de 18 ans, l'âge de la majorité. Mais officieusement, moi-même, je commençais à fréquenter le Parlement debout de l'UDPS en 2003. J'avais encore 12 ans. Avec cet engouement de la jeunesse, vous vouliez suivre les mouvements où c'était, je dirais, un appel qui bouillonnait? Bon, d'abord, je suis chrétien, je crois en la prédestination, mais aussi, mon père est membre de l'UDPS, ma mère, c'est toute la famille. Et à l'opposition, il y avait des réunions clandestines. Et du coup, j'étais obligé de participer derrière la porte, même si on ne voulait pas. Et en 2003, j'étais en retard à l'école. Les directeurs des disciplines ne voudraient pas que j'aie accès. Alors, ayant peur de rentrer à la maison au risque d'être fouetté par le parent, par curiosité, j'étais sous les eucalyptus de Carleton. Je vis 3 ou 4 groupes de gens. Bon, j'étais curieux, je me disais peut-être les gens étaient en train de se quereller. En arrivant au premier groupe, ils parlaient des Vita Imana. Je n'étais pas intéressé, même si je suis avec Libyen. Au deuxième groupe, c'était à l'époque Weranson Jubin Piana. J'aime la musique. Au troisième groupe, maintenant, il parlait de la politique. À l'époque, il y avait des négociations au niveau des Sun City, des négociations qui avaient réuni le belligérant, l'opposition politique, ainsi que le gouvernement. C'est depuis ce jour-là que je suis tombé amoureux de l'UDPS et de Etienne Tshisekedi. C'est pas que les parents vous ont poussé, mais à voir ce que les parents faisaient et puis entendre... Je ne t'ai pas vraiment intéressé. Là, c'était pas de ma propre bonne volonté. Mais c'est depuis 2002 que j'étais vraiment tombé amoureux de la politique de mon pays. En tout cas, j'étais très intéressé et du coup, j'étais amoureux également des informations d'actualité de mon pays. Alors, avant de parler du pays, on va rester sur l'UDPS. Comment se porte le parti cher au Sphinx de l'unité qui nous a quittés il y a quelques années? Effectivement, le parti traverse une crise institutionnelle. On est en train de faire de notre mieux pour qu'on aboutisse, pour qu'on atterrisse plutôt en douceur la haute autorité des références qui est l'actuel chef de l'État. Une turbulence qui prend du temps quand même. Oui, c'est tout à fait normal. C'est une organisation, il y a le haut, il y a le bas. En tout cas, on fait de notre mieux pour être à la hauteur non seulement des enjeux au niveau national, mais aussi au niveau international.
Parce qu'on a l'impression que l'UDPS n'a pas été, je dirais, préparé, on va le dire comme ça. Non, l'UDPS n'a pas été préparé à être au pouvoir. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Je ne parle pas du président de la République, mais je parle de l'UDPS qui, permettez-moi cette expression, s'expose ou expose ses soucis sur la voie publique, alors qu'aujourd'hui, un parti au pouvoir devrait être un peu plus... devait un peu plus se cacher, laver, je veux dire, ses linges sales en famille. Pourquoi aujourd'hui vous l'UDPS est un patrimoine national. C'est pour tout le peuple congolais. C'est normal que tout ce qui se passe, le peuple qui est sympathisant de l'UDPS en soit informé. Mais ce n'est pas la première fois. Cela fait partie de la vitalité démocratique, comme notre haute autorité des références l'a mentionné dans une de ses interviews. Donc, on est un tout petit peu offusqué, mais cela ne peut pas affaiblir l'UDPS, parce que l'UDPS, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Tout ce qui est lié à l'administration, à l'organisation et la structuration, nous allons résoudre ça sans pour autant qu'il puisse y avoir des dégâts. Vous êtes vice-président, vous l'avez dit, de la Ligue des jeunes. J'ai été nommé vice-président de la Ligue des jeunes. Maintenant, au regard de mon élection au niveau de l'Internationale socialiste, d'office, je suis devenu le président de tous les vice-présidents qui avaient été nommés. Je suis le président maintenant. Vous êtes le président, mais officiellement, apparemment, non. On continue de parler des manies, si je ne me trompe pas. On parle de... Je vous ai parlé d'un présidium collégial, parce que la personne qui avait été nommée président de la Ligue des jeunes exerçait les fonctions de ministre de la jeunesse, et le docteur Emani, qui d'office assumait l'intérim au regard de l'acte apportant nomination du vice-président de la Ligue des jeunes, son nom était placé après celui... Est-ce que ça ne prête pas à confusion? Alors, laissez-moi vous expliquer. Le parti avait connu une crise. À un certain moment donné, il faudrait mettre d'ailleurs notre compagnon d'armes qui se trouve aujourd'hui au CPRK. Alors, il y avait toute une série de désaveux qui visaient la personne de Dr Emani, qui était vice-président de la Ligue des jeunes. Effectivement, il y avait un présidium de 3 personnes. Au fur et à mesure, la crise s'est atténuée et on est tolérant, nous l'acceptons comme un de nôtres dans un présidium. Maintenant, du fait de mon élection au niveau de l'Internationale socialiste, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je suis le président de tout le monde. Alors, au regard des charges qui sont au niveau de l'Internationale socialiste, alors je ne saurais pas non plus combiner la gestion au niveau national ainsi qu'au niveau de l'extérieur du pays, d'où chacun, au regard des attributions qui lui avaient été confiées depuis cet acte de nomination, exerce ses fonctions et sans problème. Depuis que vous êtes, justement, vous avez ces fonctions, vous avez été nommé, qu'est-ce que vous avez déjà donné à cette jeunesse de l'UDPS? La marge de manœuvre humaine. Parce qu'être président, vice-président, être du collège, c'est une bonne chose, mais chacun qui passe doit laisser son empreinte. Qu'est-ce que vous faites jusque-là pour changer positivement, bien sûr, la vision de ces jeunes que vous dirigez? Le statut de l'UDPS nous a donné 3 missions. Primo, mission de recruter, former et encadrer. Le recrutement, nous le faisons. La formation... Toujours en masse ou bien au regard des années passées, des années précédentes? Non, je donne l'exemple, je venais de recruter le jeune énarque qui ont fait leur adhésion à l'UDPS et ils évoluent et certains ont été placés dans des postes aussi, dans des structures d'appoint, etc. Ils sont en train de donner le meilleur plutôt d'eux-mêmes. En ce qui concerne la formation, d'ailleurs, je négociais l'adhésion de la jeunesse de l'UDPS à l'Union internationale des jeunes socialistes pour permettre à cette jeunesse de se former, de se faire une mise à niveau, mais aussi de comprendre
la politique au niveau international. J'ai commencé par l'adhésion étant que membre observateur. Je fais également de mon mieux. Aujourd'hui, on est membre full. Nous pouvons bénéficier de plusieurs formations à travers les conférences, les séminaires, les symposiums auxquels j'ai toujours pris part. Je ne cesse de parler de cette jeunesse et quelques-uns parmi eux participent également à de telles... Est-ce qu'elle suit cette jeunesse? Elle suit votre vision? Quelques-uns, oui. Ce n'est pas facile parce que vous savez, l'UDPS, c'est un parti de masse. À 70% sont de jeunes. Ce n'est pas facile de... à peine que l'on soit au pouvoir, que nous stricterions cette jeunesse. Mais nous restons très optimistes que cette jeunesse va comprendre entièrement les missions pour lesquelles le chef de l'État, à son temps président du parti, est-ce que finalement vous ne regrettez peut-être pas un certain pourcentage d'être justement un parti de masse? Parce qu'il y a le revers de la médaille en étant parti de masse. Je ne regrette pas, parce que c'est toujours important. Ce qui se passe aujourd'hui est scientifiquement approuvé. Donc, je ne suis pas étonné, mais on fait toujours de notre mieux pour essayer de faire mieux et que c'est qu'à prouver la science. La masse, de fois, n'a pas d'esprit. Et la jeunesse de l'UDPS, on le sait, en tout cas pour tous ceux qui ont vécu ici au pays, l'UDPS a toujours été un parti politique assez actif. Comment vous arrivez-vous en tant que président, je dirais, vice-président, président de l'UDPS, à gérer les émotions de cette jeunesse qui, de fois, est dure d'oreille? Pour mieux gérer cette jeunesse, d'abord, au-delà de la légalité, il faut bénéficier d'une légitimité. Donc, Christian Lomou, Dr Imani, Amissi, Yves Bonkoulou, Mouké, etc. ne sont pas de nouvelles figures à l'UDPS. Nous avons grandi dans ce parti, nous connaissons très bien, ce sont des amis avec qui nous avons débuté la politique au niveau de l'UDPS. Donc, c'est pas trop difficile pour nous de gérer les émotions au regard du charisme que nous dégageons. D'ailleurs, raison pour laquelle le chef de l'État, en son temps président du parti, nous a confié des responsabilités pour gérer cette jeunesse. L'UDPS vous a certainement légué des valeurs. Voilà pourquoi vous y êtes encore. Oui. Qu'est-ce que vous comptez léguer justement à ceux qui sont après vous? En fait, transmettre les valeurs que nous avons reçues auprès des aînés. Nous sommes des sociodémocrates, nous partageons 3 valeurs: la liberté, l'égalité, la solidarité. Et cette liberté a effectivement des prérogatives. C'est au travers des formations, de séminaires, des conférences que ces jeunes-là sauront bel et bien le limite de cette liberté, l'égalité que tous sont égaux. Et la solidarité, il faut partager la douleur que sent l'autre. L'égalité n'est pas loin de la démocratie. Vous ne me contredirez pas. Ou la démocratie n'est pas loin de la légalité ou de l'égalité. De l'égalité. De l'égalité. Mais on a l'impression qu'à l'UDPS, la jeunesse, comme le parti en général, n'aime pas recevoir des piques. Comment ça? Sur le plus grand parti qui reste... Non, non, oui, sur le plus grand parti qui reste tolérant. Nous sommes des démocrates. En tout cas, l'UDPS est tolérante aujourd'hui. On a toujours dit la démocratie requiert les dialogues et la tolérance. Aujourd'hui, nous acceptons toutes sortes d'attaques sans que l'on soit dictateur comme du régime précédent. Non, peut-être pas. Je ne parle pas au niveau des décisions, oui. Mais je parle au niveau, je dirais, du peuple UDPsien, permettez-moi cette expression. Oui. Est-ce qu'elle est tolérante? Effectivement. Peut-être les dirigeants sont tolérants, mais est-ce que le peuple que vous dirigez... Même nos membres, nos sympathisants sont tolérants. Ils sont réactionnels plutôt. Non, je ne... Des fois même virulents. Violents, peut-être des actes... Virulents, je préfère dire ça. Peut-être des actes isolés. Et aujourd'hui, vous savez, comme vous avez toujours dit, c'est très difficile de contrôler un parti des masses parce que c'est chaque jour qu'il y a des adhésions et par erreur, on n'a pas également maîtrisé l'effectif de nos membres. C'est peut-être
l'un des déficits à cause desquels il peut y avoir ce genre de choses, de personnes qui se réclament de l'IDPS, mais peut-être au niveau de la hiérarchie, nous ne les reconnaissons pas. Mais comme l'IDPS est un état d'esprit, donc on est obligé de fournir beaucoup d'efforts pour que nous organisions et structurions l'administration de En tout cas, vous avez du pain sur la planche. Vous avez du pain sur la planche et donc nous vous souhaitons beaucoup de courage sur ça. Merci. Je rappelle en soulignant que la masse, c'est toujours compliqué. Pas facile. Alors, une actualité quand même assez importante. Oui. On va parler du changement de la Constitution que vous prônez. Oui. Pourquoi le changement de Constitution en ce moment? Parce que la présente Constitution, non seulement nous étions contre elle du fait de notre boycott au processus électoral de 2006 plutôt. On a boycotté les élections 2006. Mais aussi l'actuelle Constitution porte en elle beaucoup de faiblesses qui ne facilitent pas la bonne organisation des institutions de notre pays. Et aussi, elle a beaucoup de confusion, d'ambiguïté. C'est à quel moment que vous vous en rendez compte? C'est d'ailleurs, depuis que l'on accède au pouvoir, on n'était pas d'accord avec cette constitution. Je vous ai rappelé qu'en 2006, on n'a pas été partie prenante à ce processus électoral. Nous l'avions boycotté et tout ce qui s'en suivait également était boycotté. Arrivé au pouvoir, notre icône, les Sphinx délimité, avait prévu qu'une fois l'IDPS au pouvoir, non seulement que nous prêcherions l'amour du Congo et des Congolais, mais également nous allons changer cette constitution. En 2006, c'est le boycott. En 2011, vous y allez. Vous êtes, je dirais, parti malheureux, pour ne pas parler d'un candidat. Vous êtes parti malheureux. En 2019, Félix Tshisekedi accède au pouvoir. Oui. Mais pourquoi parler de la Constitution alors que le deuxième mandat du chef de l'État est à l'aube? Nous l'avons abordé, le chef de l'État plutôt a ouvert le débat sur l'opportunité de réviser ou de changer la Constitution tout au début de son mandat pour que chacun ait le temps de scruter minutieusement son choix sur la révision, le maintien ou le changement de la Constitution. Il y aurait eu de mauvaises intentions si c'était à la fin du second mandat du chef de l'État. Mais nous abordons le débat dès le début de son deuxième quinquennat. Oui, avec une prévision de la fin, par exemple. Non, de la fin. Et, en fait, nous connaissons très bien notre pays. En fait, ma préoccupation... Je venais de dire une chose. L'actuelle Constitution porte beaucoup d'ambiguïté. Vous savez qu'en 2016, aujourd'hui, les opposants parlent des Rossi Chimanga, de Thérèse Kapangala, à cause de l'ambiguïté de la Constitution. Les autres estimaient que le mandat du président était de 5 ans. Comme il y a eu les élections en 2011, d'office en 2016, il y aurait eu les élections qui auraient sanctionné le départ de Kabila. Mais ce dernier n'avait pas convoqué les corps électoraux conformément à la Constitution de la République. Les autres ont évoqué l'article 70, les autres disent que non, l'article 70 parle de la convocation du corps électoral 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Comme il n'y avait pas un caractère contraignant dans cette constitution, sur la non-convocation du corps électoral, notre pays avait enregistré une perte énorme en vies humaines. Est-ce qu'il faudra toujours continuer dans cette illogique où il faut réécrire une constitution, effectivement, au regard du passé qui décèle les inconvénients sur la non-convocation de ces scrutins, qu'on puisse insérer qu'au cas où il y a la non-convocation du corps électoral, ou conformément à la Constitution, il faudrait ajouter d'autres choses. Mais comme il n'y en avait pas, on ne veut pas non plus enregistrer le même perte énorme en vies humaines. Dès le début du second mandat du chef de l'État, il y a nécessité qu'on discute sur ce point. La Constitution est la même depuis 2006. Elle n'a jamais été respectée. Oui, mais elle est quand même, elle est la même depuis 2006. Elle est la même avec autant d'imperfections. En 2011, oui, ou encore vers les années, je crois, 2015, 2016, le pouvoir de Joseph Kabila tente justement
de changer ou de réviser la Constitution. Et vous, à l'époque de l'opposition, vous savez, vous inscrivez en faux. Pourquoi aujourd'hui, alors que c'est la même Constitution qui voulait être changée, peut-être certains articles, aujourd'hui, vous pensez au pouvoir changer cette Constitution que vous n'avez pas voulu être touchée en 2016, 17, 18? vous savez, élaborer une C'était même peut-être l'une des raisons pour laquelle... Je dis ceci, vous savez, la Constitution, l'adopter, la promulguer est un acte de gestion. Cette Constitution de 2006 qui a bénéficié d'une campagne en faveur du oui, même l'équipe de rédaction, et la promulgation fait partie de l'acte de gestion de Joseph Kabila. Alors, il n'avait pas droit également à la changer, et surtout à la veille de son mandat. Ici, je parlais du président Tshisekedi qu'il aborde cette question tout au début de son mandat. Mais comme la Constitution était l'acte du régime précédent, il n'avait pas raison de la changer parce qu'il y avait une opposition qui avait dit non à cette Constitution. Il y avait aussi une autre opposition qui avait boycotté les processus électoraux. Mais eux avaient bâti campagne pour cette Constitution, ils l'ont promulguée. Pourquoi à la veille de la fin du mandat de celui qui a été bénéficiaire de cette Constitution, on voudrait la changer? Alors cela n'était pas légitime, raison pour laquelle nous nous sommes opposés au changement de la Constitution, malgré ou bien que notre opposition, Kabila n'a pas pu respecter la Constitution. S'il y avait eu respect de la Constitution, il n'y aurait pas eu les négociations de la Saint-Co qui a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre. Même les accords aussi de la Saint-Sylvestre avaient été bafoués. Le départ de Kabila n'avait rien à voir avec la Constitution. Il a subi la pression de la rue et puis il a cédé. C'est que lui ne dira pas en tout cas. Ah ouais, il est libre. Donc peut-être que vous lui intentez un procès. Non. D'intention? Non, pas question de procès d'intention. La Constitution parlait des 5 années d'exercice du pouvoir. Il aurait été soi-disant réélu en 2011, entre guillemets, c'est-à-dire en 2016, à la fin de son mandat, il aurait dû quitter le pouvoir, mais il a manœuvré pour violer la fameuse Constitution que lui-même aurait été partout lui-même en a été bénéficiaire depuis Bellirette. Nous arrivons à des négociations au niveau de la Saint-Co. Il n'a pas pu respecter également les accords de la Saint-Sylvestre jusqu'à ce que la pression de la rue se déclenche pour qu'il abdique. Aujourd'hui, pour vous, vous en tant que vraiment Sylvain Lumeau, pas en tant que membre de l'UDPS, Oui. La Constitution, elle doit être changée totalement ou juste révisitée? Non, la Constitution, elle doit être changée. D'abord, pourquoi? Parce que les compétences du président de la République et celles du Premier ministre ne sont pas bien définies. Alors, alors que le souverain primaire vote le président de la République dans un esprit qu'on est dans un régime du présidentialisme absolu. Le chef de l'État a connu beaucoup de problèmes, je crois, au début de son mandat, où un simple ministre qui n'a jamais eu de légitimité a bloqué les ordonnances du chef de l'État pendant plus d'une année, alors que le chef de l'État est le seul comptable devant le peuple congolais. Il faudrait toujours avoir cette constitution qui a des ambiguïtés quant aux compétences du chef de l'État et celle du Premier ministre au moment où le souverain primaire ne voit que le chef de l'État comme le seul comptable. Il y a confusion. Raison pour laquelle on est tout à fait partisan du changement de la Constitution, qu'on ait un régime présidentiel très fort, et puis même la forme de l'État. L'UDPS, nous sommes des fédéralistes. On a besoin d'un Congo fédéral. Tout cela ne sera que effectivement s'il y a une nouvelle constitution qui est écrite. On a salué l'idée du chef de l'État de mettre en place une commission, effectivement,
qui va travailler sur une constitution qui tiendra compte de nos us et coutumes politiques, de nos réalités, voudrais-je dire. Des réalités. Bon, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez dire justement aux Quinois, aux Congolais, d'ailleurs, pas les Quinois, aux Congolais qui estiment que c'est pour Félix Tshisekedi aussi le temps de tripatouiller les choses? Non, en fait, l'émission du président de la République, que justement, le départ, il se maintienne encore peut-être quelques années. Non, plus. Non, le départ ou le maintien du président de la République à la tête de ce pays dépendra de la démocratie. Si le souverain primaire estime qu'il devra rester à l'issue d'un référendum qui permettra à notre pays d'avoir une nouvelle constitution. C'est là que le bas blesse justement du côté de l'opposition. Mais le bas va blesser comment? Il faut consulter les souverains primaires, qui est le peuple congolais. Si le peuple s'oppose au maintien du président Tshisekedi, nous allons nous incliner. Nous pouvons aujourd'hui dire que non, que le président Tshisekedi ne blique pas pour notre troisième mandat, mais le peuple exige assez qu'il reste. Comment ça, le peuple va exiger? Parce qu'il y a une constitution qui parle de 2 ans. Non, renouvelable, je dis bien la présente constitution qui porte de faiblesse parle du 2 mandats. Et là, nous n'allons pas violer. Mais au cas où il y a une nouvelle constitution, effectivement, qui ouvre le corridor et au président Tshisekedi et à l'ex-président Kabila, qui est Christian Lomo, pour s'en opposer. Vous savez, avec l'actuelle constitution, il y a toujours eu des confusions sur les retours de Kabila. Il y a une autre classe qui estime que non, lui, Kabila ne peut plus rentrer. Il y a les autres qui disent non, il peut rentrer au pouvoir. Déjà, il y a la confusion. Et si nous ne prenons pas garde, en 2027 et 2028, nous craignons les affrontements entre le pro et le contre. Voudriez-vous que le Congo explose encore en 2028? Toutes ces questions doivent être débattues et qu'ensemble, qu'on décide et que le peuple lui-même décide. Si cela ne dépendait que de moi, ouvrons la voie et au président Tshisekedi et à l'ex-président Kabila. Dans les relations ne sont même pas au beau fixe. Non, on n'a pas besoin que les relations de 2 personnes soient au beau fixe, que chacun se présente devant les souverains primaires avec sa vision politique. Pour l'intérêt de la nation? Pour l'intérêt de la nation. Vous dites? Pour l'intérêt de la nation. Vous savez, les caprices de politique ne peuvent pas prendre en otage la volonté du souverain primaire. C'est-à-dire ici, Kabila n'a pas besoin de Tshisekedi, ou M. Tshisekedi, le président de la République, n'a pas besoin de Kabila. Voudriez-vous que le pays reste bloqué parce que les 2 personnes ne s'attendent pas? Il faut consulter les souverains primaires. 6e année de Félix Tshisekedi. Oui. Disons comme ça, ancien membre, parce qu'en tant que président, je ne veux pas le mettre dans l'UDPS. Non, il est membre de l'UDPS jusqu'à preuve du contraire. Il n'exerce pas non plus les actes juridiques comme président du parti, mais il reste autorité de référence. Toutes les décisions que nous prenons à l'UDPS, nous nous référons à lui. Félix Tshisekedi, 6e année au pouvoir. Oui. Après 32 ans. Oui. De combat, justement, pour le changement. 37 ans, pardon. Vous estimez que le pari est gagné? Vous estimez que la RDC est sur les rails? Vous estimez que vous avez réussi? Que le slogan, un très bon slogan d'ailleurs, le peuple d'abord, se vit au-delà de 50% dans la nation? Nous sommes sur les rails. Nous avions promis une gouvernance au profit des populations, c'est-à-dire le peuple d'abord. Tout au début de notre mandat, nous avons mis en application une disposition constitutionnelle qui n'a jamais été intéressante, effectivement, pour le régime prédécesseur. Grâce à Félix Tshisekedi, la gratuité d'enseignement est effective dans notre pays et cela a permis au moins à 7 millions d'enfants de reprendre le chemin d'école. Ça, c'est le peuple d'abord. Effectivement, grâce à cette politique publique axée sur le peuple d'abord, le peu de moyens que le parent pouvait payer
Comme frais scolaires. Comme frais scolaires contribuent effectivement au ménage familial. De deux, nous avons initié... Mais qui reste lourd quand même. Eh bien, effectivement, ça, nous reconnaissons cela. Mais le plus important, la bonne volonté, elle est là. Nous avons déjà amorcé, nous allons améliorer. La deuxième chose, c'est le PDL, le Programme de développement des 145 territoires. Nous avons visé le village. Un tel projet n'a jamais existé dans notre pays. C'est un premier projet et c'est le président Tshisekedi qui l'a fait. Il n'y a pas beaucoup de visibilité là-dessus aussi. Non. Hein? Oui, ce qui fait que le peuple a l'impression que c'est des histoires qu'on raconte. Effectivement, il y a une différence entre l'effectivité d'un projet, les réalisations de ces projets et sa communication. Aller au fin fond de la République, ceux qui ont bénéficié en sont très heureux et très contents. Raison pour laquelle on a écrasé l'opposition lors des dernières élections. Autre chose, le chef venait d'initier encore un autre programme sur la gratuité de maternité. Ce genre de programme ou ce genre d'initiatives sont peu en Afrique, se plissent en Occident, se plissent en Europe. Si aujourd'hui beaucoup d'Africains souhaitent aller vivre en Europe, c'est parce que le minimum est déjà fait. La gratuité d'enseignement, le développement des localités, la politique sur la santé. Aujourd'hui, effectivement, grâce à Félix Tshisekedi, nous les avons amorcés et nous restons optimistes que nous avons amélioré et pour le grand bonheur de nos populations. On est en train de terminer avec vous, Christian Loumou. Qu'est-ce que vous promettez à la jeunesse de l'UDPS en particulier, mais à la jeunesse congolaise, puisque c'est vous qui êtes aux commandes? Nous promettons à cette jeunesse que nous allons nous constituer un laboratoire politique en faveur non seulement du chef de l'État, mais des décideurs politiques. Nous allons initier des projets qui profitent aux jeunes. L'emploi des jeunes, l'inclusion, la promotion de son leadership, bref, des projets qui vont forger les comportements intégraux des jeunes, des projets qui vont préparer cette jeunesse à assumer tôt ou tard des fonctions étatiques dans notre pays. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous en êtes d'ailleurs vice-président. Et vous, c'est Christian Loumou Lukusa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Fidèles téléspectateurs, on a terminé pour ce tout premier numéro. Je vous retrouve très prochainement avec un invité, un autre invité, et surtout avec le même plaisir. Sorry, I don't speak Portuguese. Mes excuses, je ne sais pas parler la langue portugaise. Sinon, j'aurais bien aimé de parler la langue portugaise avec vous. Je remercie le Dieu créateur de l'univers qui a permis à ce que vous et moi, nous nous rencontrions et discutions sur l'avenir de la jeunesse. Je transmets les salutations fraternelles et amicales du président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi, à son homologue, le président João Lourenço, mais aussi de la hiérarchie de l'UDPS au MPLA. Je rappelle une chose, mon parti a fait, donc l'Angola est mieux placé pour comprendre la vraie situation que traverse mon pays. Je pense que le moment est venu de comprendre que l'Union, l'Afrique doit être unie et nous devons nous entraider entre nous Africains. Au nom de la solidarité africaine, mais aussi des relations entre la RDC et l'Angola, mais aussi les relations... Alors, je ne saurais pas clore mon discours sans pour autant demander à Dieu de bénir l'Angola. Vive l'Union africaine, que vivent les relations UDPS-MPLA et que Dieu bénisse la nouvelle équipe dirigeante du MPLA. Je dis et je vous remercie.